Thomas Brennan se tenait sous la lumière vacillante d'un projecteur de sécurité, dans une ruelle étroite derrière sa tour de bureau du centre-ville, le froid s'infiltrant à travers son costume anthracite parfaitement taillé. En 38 ans de vie, il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Son univers se limitait aux salles de conseil, aux parois de verre, aux ascenseurs privés et aux penthouses silencieux dominant la ville. Et pourtant, ce soir-là, un email anonyme l'avait attiré ici, avec un message qui ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation. Il parlait de détresse, il parlait d'enfants, et il avait appuyé sur un vide en lui que la réussite n'avait jamais réussi à combler. 5 ans plus tôt, la vie de Thomas s'était effondrée en un seul appel téléphonique. Sa femme, Amanda, morte dans un accident de voiture. L'avenir qu'il n'avait cessé de remettre à plus tard, des enfants, une vie plus lente, avait été effacé en un instant. Depuis, il s'était enterré dans le travail, transformant Brennan Technologies en un empire mondial. Forbes louait son génie. Les investisseurs faisaient aussi confiance à son instinct. Mais lorsque les lumières s'éteignaient la nuit, rien de tout cela n'empêchait le silence de l'engloutir. Des pas résonnèrent derrière lui. Thomas se raidit lorsqu'une femme émergea de l'ombre. Elle semblait usée par des années de mauvais choix, le regard vif et calculateur. Sans cérémonie, 2 petites silhouettes apparurent à ses côtés. Des jumelles, maigres, sales, se tenant la main comme si la lâcher pouvait les faire disparaître. Leurs vêtements pendaient sur elles, dépareillés et usés jusqu'à la corde, mais ce furent leurs yeux qui clouèrent Thomas sur place. Un vert intense, obsédant, la même teinte qu'il voyait chaque matin dans les vieilles photographies d'Amanda. « Monsieur Brennan ?» demanda la femme. « Je m'appelle Christine. » Elle parla sans détour, expliquant que les fillettes étaient ses belles-filles, indésirables et trop coûteuses à élever. Puis elle formula son offre. Pas des papiers d'adoption, pas de l'aide, de l'argent, en échange des enfants. Thomas sentit une vague de nausée et de colère le submerger. Chaque instinct rationnel lui criait d'appeler la police, de reculer et de laisser le système s'en charger. Mais les fillettes ne pleuraient pas, elles ne suppliaient pas. Elles restaient là, avec une résignation silencieuse qui l'effrayait plus que la peur elle-même. Des enfants qui avaient appris à ne pas attendre qu'on les sauve. « Combien ?» demanda-t-il, la voix à peine stable. La somme qu'elle annonça était insignifiante pour lui, obscène par sa petitesse. Il remit l'argent, exigeant des informations, des noms, des preuves. Christine prit l'argent et disparut dans la nuit, laissant Thomas seul avec 2 fillettes tremblantes. Il s'agenouilla, se mettant à leur hauteur. « Je m'appelle Thomas, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. » Après un long silence, l'une des filles murmura « Vous ne nous ferez pas de mal ?» « Jamais, promit-il. » Lorsqu'elles glissèrent leurs mains glacées dans la sienne, Thomas Brennan ne connaissait pas encore la vérité qui l'attendait. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Quoique cette nuit eût déclenché, il n'y aurait aucun retour en arrière. Le trajet jusqu'au penthouse de Thomas se déroula dans le silence, seulement troublé par le léger ronronnement du moteur et, de temps à autre, un reniflement venant de la banquette arrière. Les fillettes étaient assises raides, serrées l'une contre l'autre, comme si l'espace autour d'elles pouvait disparaître à tout instant. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'appartement, elles se figèrent. Des baies vitrées du sol au plafond dévoilaient une ville scintillant sous le ciel nocturne, un monde si éloigné des ruelles et des ombres qu'il aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. « Je sais que tout cela fait beaucoup à assimiler, » dit Thomas doucement, remarquant leurs regards qui passaient nerveusement du sol en marbre aux œuvres d'art abstraites accrochées au mur. « Vous êtes en sécurité ici. » La plus grande hocha une fois la tête, l'autre resserra sa prise. Il commanda à manger sans leur demander ce qu'elles voulaient, choisissant des choses simples, pizza, soupe, pain chaud, tout ce qui n'exigeait pas de décision de la part d'enfants qui en avaient déjà pris trop. Pendant qu'elle mangeait, lentement et avec prudence, Thomas chercha des vêtements propres. Il trouva des t-shirts doux qui leur arrivaient aux genoux et les enveloppa dans des couvertures tout juste sorties du sèche-linge. Lorsqu'elles revinrent, les cheveux encore humides et le visage propre, la vue le frappa plus violemment qu'il ne l'aurait cru. Elle paraissait incroyablement jeune, débarrassée de la crasse qui, dans la ruelle, leur avait donné l'air plus âgé. « Je m'appelle Sophie. »
dit enfin la plus grande. « Et voici Grace. »« Ce sont de très beaux prénoms, » répondit Thomas. « Quel âge avez-vous » ? 8 ans, 9 en mars. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Il hésita, puis demanda « Vous souvenez-vous de votre maman » Grace hocha faiblement la tête. Elle nous chantait. Comment s'appelait-elle ? Sophie haussa les épaules. Juste maman. Et votre père ? La bouche de Sophie se crispa. Il criait beaucoup, puis maman est partie. Il a dit qu'elle ne voulait plus de nous. Thomas sentit la colère monter en lui, vive et protectrice. Il la refoula. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Cette nuit-là, il prépara la chambre d'amis et prit le canapé pour lui. Avant d'éteindre la lumière, il s'assit au bord du lit, incertain des promesses qu'il avait le droit de faire. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-il avec précaution, vous ne serez pas seul. Plus maintenant. » Les fils ne répondirent pas, mais lorsqu'il se leva pour partir, Grace tendit la main et attrapa sa manche, juste une seconde. Allongé, les yeux ouverts, à fixer le plafond, Thomas ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de ses yeux verts. Il lui semblait être une question qu'il ne pouvait ignorer, une question qui exigeait des réponses qu'il commençait soudain à redouter. Au matin, le penthouse de Thomas ne ressemblait plus à un refuge. Il avait l'allure d'une salle d'attente. Il arpentait les lieux avec une agitation nerveuse, le téléphone collé à l'oreille, passant appel après appel. D'abord son avocat, puis un enquêteur privé en qui il avait une confiance absolue. Enfin, une spécialiste de la protection de l'enfance, capable d'allier discrétion et urgence. S'il allait faire cela, il le ferait correctement. Les filles étaient assises au comptoir de la cuisine, enveloppées dans des couvertures, sirotant un chocolat chaud comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile, susceptible de leur être retiré à tout moment. Patricia, la médiatrice, leur parlait avec douceur, sans jamais forcer, sans jamais presser. Sophie répondait quand elle le pouvait. Grace, elle, se contentait surtout d'écouter, ses doigts dessinant de petits cercles répétitifs sur le rebord de la tasse. Thomas observait la scène à distance, la poitrine serrée par un sentiment qu'il n'arrivait pas encore à nommer. 3 jours plus tard, Martin Sheen arriva, une chemise cartonnée sous le bras. Il ne s'assit pas tout de suite. Cela seul suffit à tout dire à Thomas. « Il faut que vous voyiez ceci, dit Martin. » À l'intérieur de la chemise se trouvaient des actes de naissance. Sophie Grace Barrett, Grace Ann Barrett, née le même jour, 8 ans plus tôt. Nom de la mère, Amanda Claire Barrett. Thomas sentit la pièce vaciller. Barrett était le nom de jeune fille d'Amanda. « Il y a autre chose, » poursuivit Martin avec précaution. « Votre femme n'est pas morte dans cet accident. Elle a survécu. Elle avait subi de graves blessures et souffrait d'amnésie. Aucun papier d'identité. Elle était enceinte à l'époque, mais personne ne le savait. » Thomas secoua la tête, la respiration courte. « J'ai identifié son corps. »« Vous avez identifié le mauvais, » répondit Martin. « Une femme non identifiée, avec des traits similaires. Les dossiers se sont mélangés dans le chaos. Cela arrive. » Les mots semblaient à peine l'atteindre, tandis que Martin expliquait la suite. Amanda se réveillant à l'hôpital sans aucun souvenir. Un homme nommé Robert la convainquant qu'ils étaient les mariés. La naissance des jumelles alors qu'elle était encore perdue, encore inconsciente de la vie qu'elle avait menée auparavant. « Et Amanda » murmura Thomas. L'expression de Martin s'adoucit. Elle est morte, il y a 2 ans, d'une pneumonie, non soignée. Le silence qui suivit fut total. 5 ans, 5 années de deuil, bâtis sur un mensonge. 5 années pendant lesquelles ses filles avaient grandi sans lui, convaincues que personne ne voulait d'elle. Thomas se laissa tomber sur une chaise tandis que le poids de la vérité s'abattait sur lui d'un seul coup. « Elles sont à moi, dit-il, non comme une question, mais comme une certitude qu'il pouvait enfin respirer. »« L'ADN le confirmera, » répondit Martin. « Mais vous le savez déjà. » Thomas ferma les yeux, les larmes coulant librement. Il avait perdu Amanda 2 fois. Mais Sophie et Grace étaient là, vivantes. Et pour la première fois depuis cette ruelle, l'espoir fendait la douleur comme une lumière dans l'obscurité. La vérité, longtemps enfouie, avait fini par retrouver le chemin jusqu'à lui. Leur dire la vérité fut la chose la plus difficile que Thomas Brennan ait jamais faite. Plus difficile que de se tenir dans cette ruelle. Plus difficile encore que de lire la vérité, imprimée à l'encre noire, à l'intérieur d'un dossier cartonné. Il attendit que la maison soit silencieuse, que Sophie et Grace soient blotties l'une contre l'autre sur le canapé du salon, un dessin animé jouant doucement en arrière-plan.
Elle paraissait si petite ainsi, les genoux repliés contre elle, comme si elles n'étaient pas encore sûres de la place qu'elles avaient le droit d'occuper dans ce nouveau monde. Thomas s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait la première nuit, se mettant à leur hauteur. Ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa les leurs. « Les filles, dit-il doucement, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est un peu triste, un peu merveilleux, et très confus à la fois. » Les sourcils de Sophie se froncèrent, les doigts de Grace se resserrèrent autour des siens. « Votre maman, poursuivit Thomas en choisissant chaque mot avec soin, s'appelait Amanda. Amanda Brennan. C'était ma femme. Je l'aimais énormément. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Mais Christine a dit que le nom de maman était Amanda Barrett. » « C'était vrai aussi, » répondit Thomas, la voix brisée. « Barrett était son nom avant qu'elle ne m'épouse. Quelque chose de terrible est arrivé avant votre naissance. Elle a eu un accident et tout le monde a cru qu'elle était morte. Moi aussi, je l'ai cru. Mais elle n'est pas morte. Elle a survécu. Seulement, elle ne se souvenait plus de qui elle était. » La voix de Grace n'était qu'un murmure. « Alors, elle ne nous a pas abandonnés ? » ?»« Non, dit Thomas avec fermeté, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Elle n'a jamais choisi de vous quitter. Elle était perdue et elle vous a aimé chaque jour de sa vie. » La lèvre de Sophie trembla. « Est-ce qu'elle va revenir ?» Thomas les attira contre lui, posant son front contre le leur. « Non, mon cœur. Elle est décédée il y a 2 ans. Je suis tellement désolé. Je voudrais plus que tout qu'elle soit ici. » Alors ils pleurèrent, tous les trois, laissant s'écouler le chagrin pour une femme qu'ils avaient perdue de façon différente. Lorsque les sanglots finirent par s'apaiser, Thomas inspira profondément. « Il y a encore autre chose, dit-il. Je suis votre père, je ne savais pas que vous existiez. Mais maintenant que je le sais, je ne vous laisserai jamais partir. Je vous le promets. » Grace leva les yeux vers lui, remplis de larmes. « Alors, on a un papa maintenant ?»« Oui, répondit Thomas, la voix chargée d'émotion. Si vous voulez bien de moi. » Sophie n'hésita qu'un instant avant de passer ses bras autour de son cou. Grace suivit, s'agrippant à lui comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Dans cette pièce silencieuse, entourée de perte et d'amour, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il n'était plus seul. Les mois qui suivirent furent faits de petits pas prudents. Thomas les quitta du penthouse pour s'installer dans une maison avec un jardin. Quelque chose qui ressemblait davantage à une enfance qu'à une vue sur les gratte-ciel. Il engagea une nounou patiente et chaleureuse pour faciliter la transition et mit en place une thérapie afin d'offrir à Sophie et Grace un espace sûr où démêler la peur des souvenirs. Lentement, presque imperceptiblement, la tension dans leurs épaules commença à s'apaiser. Sophie fut la première à s'épanouir. Une fois qu'elle se sentit en sécurité, sa curiosité se transforma en assurance. Elle parlait sans arrêt, posait des questions difficiles, voulait tout essayer, du football au club de débat. Grace resta d'abord plus proche de Thomas, plus silencieuse, s'exprimant surtout à travers des dessins qui couvraient la porte du réfrigérateur de couleurs et d'émotions. Thomas apprit à les connaître toutes les deux, leurs peurs, leurs habitudes, la façon dont Sophie riait de tout son corps, la manière dont Grace fredonnait doucement lorsqu'elle se concentrait. Il leur lisait des histoires chaque soir, assistait aux événements scolaires, préparait des déjeuners maladroitement, puis de mieux en mieux avec le temps. Et ce faisant, il apprit à être présent d'une manière qu'aucune salle de conseil d'administration ne lui avait jamais exigée. Lui aussi changea. Le souvenir de cette ruelle ne le quitta jamais. Et il refusa de le laisser être dénué de sens. Thomas créa une fondation au nom d'Amanda, consacrée à l'aide aux victimes de traumatismes crâniens et d'amnésie, finançant la recherche et améliorant les protocoles d'identification afin que personne ne soit perdu comme elle l'avait été. Il travailla avec des législateurs pour renforcer la protection des enfants vulnérables, déterminé à ce que plus jamais quelqu'un comme Christine ne profite du désespoir. Les années passèrent. Les blessures ne disparurent pas, mais elles se transformèrent en cicatrices racontant une histoire de survie. Le jour du 16e anniversaire des filles, Thomas les emmena au cimetière. Il avait fait transférer la dépouille d'Amanda dans un lieu baigné de lumière et de silence, avec une pierre tombale portant l'inscription « Épouse et mère bien-aimée ». Sophie déposa des fleurs doucement à son pied. « J'étais en colère avant », avoua-t-elle à voix basse. «
Je pensais qu'elle nous avait abandonnés. Grace glissa sa main dans celle de Thomas. Elle ne nous a pas quittés, elle s'est perdue, et toi, tu nous as retrouvés. Thomas sourit à travers ses larmes. Votre mère disait souvent que l'amour pouvait survivre à tout, leur dit-il. Le temps, la distance, même la mort, l'amour trouve toujours un chemin. Alors que le soleil déclinait, teintant le ciel d'or et de rose, Thomas se tint entre ses filles, leur tenant la main. Sa vie, autrefois définie par la perte, débordait désormais de sens. Ils étaient ensemble. Ils étaient une famille. Et l'amour, comprit-il enfin, était la seule chose qui durait réellement pour toujours